Alors c'est vrai que ça te changeait complètement, Oh oui, tout à fait, oui. mais finalement, J'adorais faire ça. mais t'es revenu quand même à ta coiffure. Ah oui, moi je suis fidèle à ma coiffure. Mireille Mathieu est l'une des voix les plus sacrées de la France. Une silhouette droite, une coupe noire impeccable, un sourire qui n'a jamais tremblé devant les caméras. Pendant plus d'un demi-siècle, elle a chanté l'amour, la fidélité, la patrie. Elle n'a jamais crié. Elle n'a jamais scandalisé. Elle n'a jamais baissé les yeux. Mais peut-on traverser l'industrie la plus impitoyable d'Europe sans accumuler des blessures invisibles? Peut-on rester icône nationale et n'avoir jamais détesté personne? Derrière la discipline et la politesse parfaite, il existe des silences. Des silences plus lourds que des insultes publiques. Des noms qu'elle n'a presque jamais prononcés. Des hommes qui ont tenté de la contrôler, de la diminuer, de l'utiliser ou de la salir. Des hommes qu'elle n'a jamais vraiment pardonnés. Quels sont les 6 hommes que Mireille Mathieu n'a jamais pardonnés? Et pourquoi ce silence dure-t-il encore aujourd'hui? Numéro 6. Serge Gainsbourg. Dans les années 70, la télévision française est un champ de bataille feutré. Les plateaux sont élégants, les costumes impeccables. Mais les regards peuvent être tranchants. C'est dans cet univers que Serge Gainsbourg et Mireille Mathieu se croisent. 2 artistes adulés, 2 visions opposées de la chanson française. Gainsbourg incarne la provocation. Il joue avec les limites morales, bouscule les conventions, méprise parfois ce qu'il considère comme trop lisse, trop sage. Mireille, au contraire, défend la tradition, la discipline, la fidélité au public. Sa voix est droite, son image irréprochable, son répertoire enraciné dans la grande chanson populaire. Plus d'une fois, Gainsbourg critique ouvertement ce qu'il appelle la musique commerciale. Il ne cite pas toujours Mireille, mais le sous-entendu est transparent pour le public de l'époque. Les journaux relaient ces tensions. Les plateaux télévisés mettent en scène ces contrastes. Lui, provocateur moderne. Elle, héritière d'une France classique. Un soir, lors d'une émission de variété, l'atmosphère est électrique. Gainsbourg, fidèle à lui-même, lance une remarque acerbe sur la chanson à l'ancienne. Mireille garde le sourire, mais son regard se ferme. Elle ne répond pas par l'attaque. Elle répond par le silence. Un silence maîtrisé, presque glacial. Ce n'est pas une guerre déclarée. Il n'y a pas de scandale frontal entre eux. Mais il y a cette fracture profonde entre 2 manières de concevoir l'art. Gainsbourg cherche à briser les codes. Mireille cherche à les honorer. Pour lui, la transgression est une liberté. Pour elle, le respect est une force. Avec le temps, chacun poursuit sa route. Gainsbourg devient une légende de l'irrévérence. Mireille reste l'icône disciplinée d'une certaine idée de la France. Pourtant, derrière les apparences polies, il subsiste cette blessure symbolique. Être réduite à une caricature de chanteuse sage. Être implicitement jugée dépassée. Peut-on pardonner à un homme d'avoir tourné en dérision tout ce que l'on défend depuis toujours? Mireille n'a jamais engagé de polémique publique contre Serge Gainsbourg. Mais elle n'a jamais non plus cherché à se rapprocher de lui. Leur distance est restée intacte, presque définitive. Numéro 5, Claude François. Dans les années 70, la variété française vit son âge d'or. Les plateaux de télévision sont devenus des arènes modernes. Chaque passage est stratégique. Chaque apparition peut faire basculer une carrière. Et dans cette compétition permanente, 2 noms dominent régulièrement les affiches. Mireille Mathieu et Claude François. Claude François n'est pas seulement un chanteur. Il est un homme d'affaires, un perfectionniste obsessionnel, un stratège de l'image. Il contrôle ses chorégraphies, ses costumes, ses éclairages. Il veut la première place, toujours. Son public est jeune, électrique, passionné. Mireille, elle, incarne une autre France, plus solennelle, plus classique, plus intemporelle. Officiellement, ils se respectent.
Officieusement, la rivalité est réelle. Les programmations télévisées les opposent. Les journaux comparent leurs ventes. Qui remplit plus de salles? Qui obtient la meilleure audience? Qui représente le mieux la chanson française à l'étranger? Les coulisses, elles, sont moins élégantes que les décors lumineux. Certains témoins évoquent des tensions lors de grandes émissions de fin d'année. Des désaccords sur l'ordre de passage. Des discussions fermes sur la durée des prestations. Claude François exige, négocie, impose. Mireille observe, encaisse, mais n'oublie pas. Ce n'est pas une querelle publique. Aucun éclat spectaculaire. Mais une compétition froide, constante, presque silencieuse. Deux empires qui se frôlent sans jamais se mêler. Claude François représente la modernité rythmée des années disco naissantes. Mireille défend la continuité d'une tradition vocale. Leurs univers ne s'embrassent pas. Ils s'affrontent. Il y a aussi les comparaisons médiatiques. Certains chroniqueurs les présentent comme deux visages opposés de la popularité française. Lui, flamboyant, entouré de danseuses et de lumière. Elle, droite, concentrée, presque austère dans sa maîtrise. Ces récits fabriquent une tension durable. Et dans l'ombre, la concurrence devient personnelle. Lorsque Claude François disparaît brutalement en 1978, la rivalité s'arrête net. La France pleure une idole. Mireille exprime son émotion avec dignité. Mais une rivalité ne s'efface pas avec le temps. Elle laisse une empreinte. Peut-on pardonner à celui qui a fait de chaque plateau un duel silencieux? Dans l'histoire officielle, ils furent deux géants de la variété. Dans l'histoire intime, peut-être furent-ils deux adversaires que rien ne pouvait réconcilier. Numéro 4. Michel Sardou. Avec Michel Sardou, le conflit n'est pas une question de chorégraphie ou d'ordre de passage. Il est plus profond, plus idéologique. Sardou n'a jamais été un artiste neutre. Ses chansons divisent, provoquent, déclenchent des débats nationaux. Il parle de la France, de ses colères, de ses fractures. Il assume ses positions. Il les martèle. Mireille, elle aussi, chante la France. Mais pas la même. Elle incarne une patrie émotionnelle, presque intemporelle. Une France de fidélité, de mémoire, de tradition. Sardou, au contraire, s'autorise la controverse. Il cherche la réaction. Il accepte l'orage médiatique. Dans les années 70 et 80, leurs trajectoires se croisent sur les grandes scènes, les émissions majeures, les galas officiels. Les comparaisons ne tardent pas. Qui représente vraiment la voix du pays? Qui parle au nom du peuple? Les journalistes adorent opposer leurs profils. Lui, tranchant, parfois provocateur. Elle, disciplinée, irréprochable. Sardou n'a jamais caché son mépris pour certaines formes de variété qu'il jugeait trop consensuelles. Sans toujours viser Mireille directement, l'allusion est parfois évidente. Dans les interviews, son ton peut être abrupt. Il défend une chanson engagée, virile, presque combative. Le contraste avec la retenue de Mireille devient un sujet en soi. Sur un plateau de télévision, lors d'un débat musical devenu célèbre, la tension est palpable. Sardou parle fort. Mireille écoute, puis répond calmement. Pas d'attaque personnelle, mais une distance glacée. Deux visions irréconciliables de la notoriété. Pour lui, la controverse est un outil. Pour elle, la dignité est une ligne rouge. Ce n'est pas un scandale, c'est une fracture. Sardou avance en assumant la polarisation. Mireille avance en protégeant son image coûte que coûte. Et lorsque les médias les opposent frontalement, la rivalité s'installe dans l'imaginaire collectif. Peut-on pardonner à un homme d'avoir transformé chaque comparaison en duel symbolique? Avec Michel Sardou, il ne s'agit pas d'une insulte isolée ou d'un mot malheureux. Il s'agit d'un affrontement d'identité. Deux conceptions du rôle d'un artiste dans la société. Et dans cette tension constante, Mireille n'a jamais cherché la réconciliation. Numéro 3.
Avec Nicolas Sarkozy, la fracture ne naît pas dans un studio d'enregistrement, mais dans l'arène politique. Lorsque Mireille Mathieu affiche publiquement son soutien à Sarkozy au milieu des années 2000, elle sait qu'elle franchit une ligne. Jusqu'alors, elle avait toujours incarné une France culturelle, presque au-dessus des partis. Cette prise de position change la donne. Sarkozy, homme de pouvoir, charismatique, clivant, attire les foules autant qu'il divise le pays. Son énergie tranche avec la retenue traditionnelle de Mireille. Elle choisit pourtant de s'exposer, de chanter lors d'événements officiels, d'assumer son engagement. Et immédiatement, les réactions fusent. La presse s'empare du sujet. Les plateaux télévisés débattent. Des admirateurs de longue date expriment leur déception. Certains accusent Mireille de mêler art et politique. D'autres lui reprochent d'avoir abandonné une forme de neutralité sacrée. Dans cette tempête médiatique, Sarkozy reste au centre, protégé par son statut. Il n'y a pas de rupture publique entre eux, pas de déclaration explosive. Mais le déséquilibre est visible. Lorsqu'un artiste s'engage, il met en jeu son image entière. Lorsqu'un politicien reçoit ce soutien, il poursuit sa carrière. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Avec le temps, certaines promesses politiques s'érodent. Le climat national change. Mireille se retrouve associée à des polémiques qu'elle n'a pas créées. Son nom circule dans des débats qui dépassent la musique. L'icône de la chanson devient figure d'opinion. Peut-on pardonner à un homme de vous avoir entraîné dans un combat qui n'était pas le vôtre? Sarkozy n'a peut-être jamais cherché à lui nuire. Mais le simple fait d'avoir accepté, voire encouragé cette proximité publique, a laissé une trace. Mireille, fidèle à elle-même, n'a jamais renié ses choix. Pourtant, derrière cette loyauté affichée, certains observateurs perçoivent une amertume discrète. Car en politique, les alliances sont stratégiques. En art, elles sont émotionnelles. Et lorsque ces deux mondes se rencontrent, l'artiste est souvent celui qui paie le prix le plus durable. Numéro 2. Jean-Marie Le Pen. Avec Jean-Marie Le Pen, le malaise n'est pas une collaboration directe. C'est une proximité d'image. Une association médiatique qui s'installe sans toujours être voulue. Dans les années 80 et 90, la France se polarise. Les discours deviennent plus durs. Les lignes idéologiques se tendent. Le nom de Le Pen divise profondément l'opinion publique. Mireille Mathieu, figure nationale, est parfois invitée à des événements où la dimension politique n'est jamais totalement absente. Elle chante pour la France, pour les institutions, pour des cérémonies officielles. Mais dans un climat aussi chargé, chaque apparition est scrutée. Chaque photographie peut devenir symbole. À plusieurs reprises, son nom se retrouve cité dans des débats qu'elle n'a pas initiés. Certains commentateurs suggèrent des affinités idéologiques. D'autres dénoncent des proximités. La nuance disparaît. L'image simplifie. Et Mireille, qui a toujours défendu une certaine idée de la nation, se voit associée à un courant qui fracture le pays. Jean-Marie Le Pen, de son côté, n'hésite jamais à capitaliser sur les symboles culturels. Être perçu comme soutenu par une icône nationale est un avantage. Même sans déclaration officielle, l'ombre d'une récupération plane. Et c'est là que la blessure peut naître. Mireille n'a jamais revendiqué un alignement partisan avec Le Pen. Mais elle n'a jamais non plus livré de confrontation frontale pour clarifier chaque insinuation. Son silence, fidèle à sa nature, est interprété de 1000 manières. Dans une époque où tout est politisé, le silence peut devenir accusation. Peut-on pardonner à un homme d'avoir laissé planer une ambiguïté qui vous expose durablement? Il ne s'agit pas d'une dispute personnelle. Il s'agit d'un poids symbolique. Être associé, même indirectement, à une figure aussi controversée laisse une trace profonde. Dans les cercles culturels, certains regards changent. Dans les médias internationaux, certaines invitations se raréfient. Mireille continue de chanter. Elle continue de représenter la France à l'étranger. Mais l'époque a changé.
et certaines ombres ne se dissipent jamais complètement. Numéro 1. Charles Aznavour. Avec Charles Aznavour, il ne s'agit pas d'un scandale. Il ne s'agit pas d'un plateau télé tendu ni d'une déclaration agressive. Il s'agit de quelque chose de plus subtil, de plus profond. Une rivalité symbolique qui traverse les décennies. Aznavour est l'architecte de la chanson à texte. Poète, compositeur, ambassadeur culturel, il incarne une France introspective, littéraire, presque philosophique. Mireille, elle, est la voix claire, l'émotion directe, la tradition assumée. Dès les années 60, la presse adore les comparer. Qui est le véritable ambassadeur de la chanson française à l'étranger? Qui porte le mieux l'âme nationale? Les articles se multiplient. Les plateaux les invitent séparément, parfois ensemble. Les questions sont les mêmes, les réponses différentes. Aznavour défend la profondeur du texte, la nuance, l'écriture personnelle. Mireille défend la puissance de la voix, la fidélité au répertoire populaire. Il y a du respect, sans doute, mais aussi une distance froide, une conscience mutuelle d'occuper le même sommet. Certaines collaborations potentielles n'aboutissent jamais. Certains duos restent à l'état de rumeur. Dans les interviews, Aznavour reste mesuré, mais ne cache pas son exigence artistique. Mireille, de son côté, protège son identité. Aucun affront public, aucun éclat. Pourtant, une tension sourde subsiste, car la comparaison permanente est une forme de pression. Être constamment mesuré à l'aune d'un autre monument peut devenir une fatigue, un poids. Aznavour est souvent présenté comme le génie auteur, Mireille comme l'interprète exemplaire. Cette hiérarchie implicite, répétée pendant des années, façonne les perceptions. Peut-on pardonner à un homme d'avoir incarné, malgré lui, le miroir dans lequel on vous réduit? Lorsque Aznavour disparaît en 2018, la France rend hommage à un titan. Mireille salue sa mémoire avec élégance. Mais derrière la dignité, il y a cette histoire silencieuse, celle de deux légendes qui n'ont jamais vraiment marché côte à côte. Avec Charles Aznavour, le conflit n'est pas un éclat. C'est une rivalité d'icônes, une compétition d'images, une tension que le public n'a jamais cessé d'alimenter. Et parfois, ce ne sont pas les insultes que l'on ne pardonne pas, ce sont les comparaisons. Mireille Mathieu n'a jamais été une femme de conflit visible. Elle n'a jamais élevé la voix dans un scandale, ni répondu par l'attaque aux critiques. Sa force a toujours été ailleurs, dans la tenue, dans la maîtrise, dans le silence. Pourtant, derrière cette discipline presque militaire, il y a des cicatrices. Serge Gainsbourg a contesté son univers artistique. Claude François a transformé les plateaux en compétition permanente. Michel Sardou a opposé deux visions irréconciliables de la chanson. Nicolas Sarkozy l'a entraîné dans une exposition politique lourde de conséquences. Jean-Marie Le Pen a laissé planer une ambiguïté qui a divisé son image. Et Charles Aznavour a incarné le miroir constant dans lequel on la comparait sans cesse. Aucun de ces hommes n'a provoqué un scandale frontal avec elle. Il n'y a pas eu de duel public, pas de rupture spectaculaire, mais il y a eu des regards, des sous-entendus, des récupérations, des comparaisons incessantes. Et parfois, ce sont ces tensions silencieuses qui marquent le plus durablement. Mireille Mathieu a choisi de ne jamais régler ses comptes. Elle a choisi la continuité, la fidélité à son public, la constance d'une image. Est-ce là sa véritable revanche? Ne pas s'effondrer, ne pas répondre à la provocation, continuer à chanter. Car au fond, le pardon n'est pas toujours une déclaration, il peut être une absence, une distance maintenue, un nom que l'on ne prononce plus. Et derrière la voix la plus disciplinée de France, il restera toujours sa vérité discrète. Même les icônes ont des blessures qu'elles préfèrent ne jamais exposer.